Ils sont à la tête de très grandes sociétés, dirigent des milliers de collaborateurs, brassent des millions d'euros, parfois même des milliards, et surtout, ils construisent. Dans ce podcast, nous partons à la rencontre des plus grands dirigeants et dirigeantes du BTP, qu'ils soient maîtres d'ouvrage, entrepreneurs, industriels ou maîtres d'œuvre. Je suis Fabien Renoux, rédacteur en chef du Moniteur, et ensemble, nous allons essayer de mieux comprendre les enjeux de ces grands patrons, de décrypter leurs stratégies et d'appréhender leurs visions. Bref, je vous propose de nous plonger dans la tête de ces décideurs, de mieux saisir ce qu'ils ont dans le casque, leur casque de chantier évidemment. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Philippe Pascal, PDG du groupe ADP. Philippe Pascal, bonjour. Bonjour. Vous n'avez pris vos fonctions de PDG qu'au début de cette année, mais vous connaissez parfaitement le groupe ADP, que vous avez rejoint il y a maintenant une douzaine d'années. Merci de me recevoir dans votre bureau, ici même à Roissy-Charles de Gaulle, la plus grande plateforme aéroportuaire européenne. Un site pour lequel vous avez de grandes ambitions et dont il sera beaucoup question aujourd'hui. Alors, parler avec le patron d'ADP, c'est s'adresser évidemment à un grand maître d'ouvrage, au gestionnaire d'un patrimoine exceptionnel, mais aussi aux dirigeants d'un groupe doté d'une puissante ingénierie. C'est l'occasion de mieux comprendre des projets complexes qui combinent travaux publics et bâtiments, infrastructures et architecture. C'est parler d'avions, bien sûr, mais aussi, et de plus en plus, de trains. Alors, pour commencer, dans quelques jours s'ouvrira à quelques kilomètres d'ici la grand-messe de l'aéronautique, le Salon du Bourget, qui se déroule d'ailleurs sur l'une de vos 3 plateformes franciliennes. On y parlera de l'avion du futur et notamment de motorisation. Et sur ce sujet, ici à Roissy, vous avez réservé une trentaine d'hectares pour pouvoir alimenter à l'avenir les appareils en hydrogène. Or, Airbus a récemment annoncé un report du lancement de son avion à hydrogène. C'était prévu pour 2035 et désormais, c'est repoussé sine die. Alors, l'hydrogène dans les avions, vous y croyez encore ? Écoutez, qui aurait pu croire que l'homme puisse un jour voler ? Qui aurait pu croire que le Concorde, qui est juste derrière vous, puisse aller à 2 fois la vitesse du son, ou qu'on puisse avoir un avion comme l'A380 à 2 niveaux, ou déjà aujourd'hui des avions qui sont certifiés avec un moteur électrique. Donc oui, nous croyons bien entendu à l'avion à hydrogène, mais pour y croire, il faut aussi travailler, il faut aussi s'adapter de telle manière à pouvoir l'accueillir le jour où il viendra. Et ça, aujourd'hui, le groupe ADP est prêt, est d'ores et déjà prêt. Effectivement, vous avez parlé de la réserve foncière. On a aussi une stratégie de préparation aux nouvelles énergies, que ce soit l'hydrogène, que ce soit l'électrique, ou que ce soit, bien entendu, les carburants durables qui sont aujourd'hui la solution la plus immédiatement applicable, qui est d'ailleurs d'ores et déjà appliquée. Alors, l'hydrogène, c'est d'ores et déjà le cas. Il y a aujourd'hui 2 petites startups qui préparent des avions à l'hydrogène, de petite taille, pour 30 ou 60 passagers, et qui seraient certifiés en 2027 ou 2028. Donc, croyons-y. Donc, vous venez de le dire, les avions d'aujourd'hui restent plutôt dépendants du carburant, qui sont moins polluants, moins émissifs qu'avant. Mais cela ne représente qu'une partie de l'énergie consommée sur un aéroport. Pour tout le reste, les bâtiments, les infrastructures, les véhicules aussi. Vous aussi, vous misez sur l'électrique, j'imagine. D'ailleurs, je crois que vous commencez à produire de plus en plus d'électricité. Alors, bien entendu, quand on parle d'un aéroport, on parle d'une ville. Et quand on parle d'une ville, on parle d'énergie, on parle d'électricité, on parle aussi de production de chaud, de froid. Bref, de nombreux métiers qui sont au cœur de notre savoir-faire depuis toujours. Et effectivement, on se prépare à augmenter nos capacités électriques et on se prépare nous-mêmes à produire de l'électricité, principalement, c'est déjà un petit peu le cas, mais principalement via l'électricité solaire. Nous avons d'ores et déjà des fermes solaires avec qui nous avons contractualisé, qui fournissent un peu d'électricité. Nous allons accentuer ces éléments de telle manière que d'ici quelques années, on soit à plus de 8 ou 10% de nos besoins électriques couverts par ces éléments-là. Ces fermes, elles sont en dehors des aéroports ou elles sont sur le site? Ces fermes, aujourd'hui, sont en dehors des aéroports. Demain, vous allez avoir la solarisation de nos aéroports, notamment en commençant par nos parkings, qui sont une obligation, mais aussi une très belle opportunité, et qui va nous permettre de mettre l'accent sur ce type d'énergie. L'électricité, mais c'est aussi la production de chaud, de froid, et pour ça, on a une stratégie assez ancienne, avec déjà une énorme production de ce type à Orly via la géothermie. Et aujourd'hui, toujours derrière vous, se construit une nouvelle géothermie pour CDG. D'accord. Et ça se permettra d'alimenter une partie de vos infrastructures à quel horizon ? À très court terme, c'est-à-dire que d'ici 3 à 5 ans, nos plateformes seront totalement électrifiées pour les opérations au sol. Et puis plus largement pour les bâtiments, nous allons viser une forme d'autonomie énergétique. Alors, vous avez récemment dévoilé un important projet qui est actuellement en phase de concertation concernant l'aménagement de Roissy.
Son objectif, c'est accueillir 88 millions de passagers en 2035 contre 70 millions en 2024. Alors pour cela, vous prévoyez de débourser entre 3,5 et 4,5 milliards d'euros. Alors question à l'homme de chiffres que vous êtes, comment réaliser des estimations fiables sur des montants aussi élevés? On sait que beaucoup de grands chantiers finissent par déraper. Alors, ADP, le groupe ADP va fêter ses 80 ans cette année. CDG, où vous êtes, a fêté ses 50 ans. Donc, on a une expérience, on a une très forte culture d'ingénierie et ce savoir-faire nous permet de préparer l'avenir. Préparer l'avenir par de nouvelles infrastructures, par de nouveaux bâtiments, de nouvelles pistes, enfin, de nouveaux taxiways, parce que nous n'allons pas construire de nouvelles pistes. Et cette expérience-là est au cœur même de l'ADN du groupe. Et donc, effectivement, nous sommes en mesure non seulement d'avoir des projets qui sont réalistes, nous sommes en mesure de les concevoir, d'accompagner cette construction et de les opérer dans des conditions qui sont maîtrisées. Et maîtrisées du point de vue financier, mais aussi maîtrisées de par leur émission carbone, maîtrisées par leur efficacité opérationnelle, leur robustesse, comme on dit, dans l'aéronautique. C'est un projet, donc un investissement lourd, qui doit vous permettre de garder votre rang au niveau des aéroports internationaux? Alors, l'ambition, c'est de rester une référence mondiale dans un univers qui est de plus en plus concurrentiel. Il nous faut être dans la course, toujours non seulement progresser, mais progresser aussi vite, voire plus vite que d'autres. Cet objectif, cette ambition, atteignable, suppose de mobiliser tous les corps de métier, plus de 250 métiers dans notre entreprise, et en particulier ce qui fait le cœur du métier, c'est-à-dire la conception d'infrastructures. Alors, on se souvient du méga projet de Terminal 4. En comparaison, votre nouveau projet semble faire preuve d'une certaine modestie. Vous annoncez par exemple de petits bâtiments d'embarquement que vous construirez au fur et à mesure de vos besoins. Vous imaginez même les construire des demi-terminaux. Cette prudence, est-ce que c'est un enseignement du Covid? On ignore finalement ce que l'avenir nous réserve. Effectivement, le secteur aérien est à un moment un tournant notamment en Europe, mais également partout dans le monde, où l'objectif est de décarboner notre industrie. C'est le défi majeur. Et pour ça, il nous faut trouver d'autres solutions, d'autres manières que construire de gigantesques aéroports ou d'aérogares. On sait le faire, on l'a fait partout dans le monde, y compris très dernièrement en Chine. C'est bien ADP qui a designé le dernier aéroport de Pékin. À Paris, on a retenu une autre solution une nouvelle manière de concevoir l'aéroport, avec des infrastructures qui sont de plus petite taille, à l'échelle humaine, qui sont essentiellement des salles d'embarquement et non pas des terminaux. Nous n'avons plus besoin de nouveaux terminals à CDG, nous pouvons étendre les terminaux existants sans nouvelles infrastructures de ce type. Et cette manière de concevoir, c'est une manière qui est à la fois plus agile, plus flexible, plus modulaire, qui va accompagner au fur et à mesure la croissance du transport aérien, si elle est là, et lorsqu'elle vient. Et si elle vient vite, nous construirons plus vite. Elle porte aussi une forme d'ambition d'hospitalité, c'est-à-dire des infrastructures à taille humaine, dans lesquelles le passager se sent bien, il voit une forme de petit village français. C'est ça, cette marque à la fois d'hospitalité, d'agilité, de flexibilité de nos infrastructures. D'accord, donc c'est à la fois de la prudence et une volonté de confort finalement pour les usagers. Prudence, non, c'est un vrai choix d'agilité, de flexibilité. C'est pas forcément le choix le plus simple. Ce serait plus simple de construire une nouvelle cathédrale aéroportuaire. Dans notre stratégie, l'objectif, c'est de construire au fur et à mesure de la demande du transport aérien et de connecter l'ensemble de ces salles d'embarquement par un transport ferré interne. Vous l'avez dit, l'époque, en Europe au moins, n'est plus au méga-projet. Elle n'est plus non plus à l'artificialisation des sols. D'ailleurs, un site comme Roissy est circonscrit. Mais dans votre projet, vous prévoyez de répondre à la forte croissance attendue de la demande en fret par des bâtiments qui montent en hauteur plutôt que de s'étaler en largeur. La verticalité, la densité, c'est un peu ça l'avenir de l'aménagement aéroportuaire? Oui, le fait d'être plus économe, d'être plus sobre, c'est l'avenir du transport aérien, d'avoir un recours raisonné au transport aérien dans toutes ses dimensions, et y compris ses dimensions de fret et cargo. Le fret et le cargo à CDG, ici, c'est un actif qui est majeur, non seulement pour le territoire francilien, mais également plus largement pour la France. Vous avez 11% du commerce extérieur français qui passe par le cargo ici. Donc il nous faut des infrastructures, il nous faut accompagner la croissance de ce secteur qui va être assez forte. La demande est toujours là. Mais pour ça, il nous faut être économe, sobre. Donc c'est effectivement peut-être verticaliser, certainement. On a lancé des projets, mais aussi automatiser, rationaliser l'exploitation des surfaces dans ces immeubles.
Alors rapidement, hein, on parle de fret. On semble collectivement réaliser en 2025 que le commerce international peut connaître de brusques à-coups, hein. Est-ce que vous avez observé en ce début d'année des effets de la vraie fausse guerre commerciale initiée par Donald Trump ici à Roissy? La demande de fret, la demande de cargo, et notamment de fret express, ne faiblit pas. Bien au contraire. C'est une activité qui est très résiliente et qui suppose d'être accompagnée. La demande est forte. Elle doit être accompagnée par les infrastructures, on en a parlé. Elle est aussi le fait d'un accompagnement plus large. La moitié du fret est du fret d'avions cargo. L'autre moitié passe dans les soutes des avions commerciaux, des avions passagers. Et donc c'est l'ensemble de cet écosystème. Et c'est cet écosystème qui fait la force de l'aéroport de Charles de Gaulle. Parce que le fret soutient l'avion commercial et l'avion commercial permet le développement du fret. Ça, c'est un élément qui est important, c'est un élément de résilience. Alors, l'un des aspects les plus marquants de ce projet d'aménagement de Roissy, c'est, il me semble, la place qu'est appelé à prendre le transport ferré. Roissy est déjà connecté au TGV, au RER, mais on y attend le TER Roissy-Picardie en 2026, le CDG Express en 2027, la ligne 17 du Grand Paris Express en 2030. Alors, un aéroport, aujourd'hui, c'est aussi nécessairement une gare? Alors, l'aérien est notre métier, mais le ferré est notre allié, et c'est bien autour de cette gare que nous concevons le futur de l'aéroport. Cette gare pour les passagers, mais aussi cette gare pour les salariés, et cette gare pour les riverains. Et donc, c'est ces trois clients, quelque part, de la gare qu'il nous faut travailler. Et la gare de Charles de Gaulle, aujourd'hui, a les capacités pour doubler son trafic, sans nécessairement avoir à réaliser de nouvelles infrastructures, pour atteindre presque 45 millions de passagers d'ici 15 ans. Donc oui, l'aéroport est une future gare intermodale et qui va venir en soutien du transport aérien. Et le transport aérien est bien le complément du transport ferré. Vous avez évoqué effectivement les passagers, les personnels, tous les gens qui travaillent sur l'aéroport et qui doivent aussi venir au travail finalement en transport ferré, et les riverains. Est-ce qu'on peut imaginer qu'à terme, avec cette connectivité importante en termes de réseau ferré, Roissy devienne aussi un hub ferroviaire finalement fréquenté par des gens qui ne vont pas prendre l'avion, qui ne s'arrêtent pas à Roissy, qui juste seraient de passage dans la gare de Roissy? Bien entendu, c'est déjà le cas et ce sera de plus en plus le cas. L'objectif, c'est de ne pas avoir un aéroport qui s'autosuffise, mais un aéroport qui ouvre toutes les frontières et qui soit au service des territoires. Et donc, il y a une planification urbaine qui soit globale pour les mobilités, comme vous le dites, mais aussi pour l'énergie, pour les services. C'est ça la vision de l'aéroport de demain. Ce n'est pas une forteresse, c'est une infrastructure au service de ces territoires et notamment les mobilités. Et cette gare en est le symbole. On va revenir juste au CDG Express qui reliera Roissy à la gare de l'Est. Pourquoi le groupe ADP a-t-il choisi d'en être le maître d'ouvrage? Mon prédécesseur avait l'habitude de dire que l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle était un peu comme le Mont-Saint-Michel, avec quelques liens fragiles, le RER, les autoroutes. Le Mont-Saint-Michel doit s'occuper de son pont-passerelle. Et le Mont-Saint-Michel s'est occupé de son pont-passerelle. Et donc, il est de notre responsabilité d'accompagner le passager du centre-ville jusqu'à l'avion. C'est ça, être gestionnaire d'infrastructure. Et donc, oui, nous avons pris le leadership sur ce projet. Nous sommes aujourd'hui en consortium pour l'infrastructure, avec la Caisse des dépôts, avec la SNCF Réseau. Ce projet va être livré en mars 2027. On est à l'heure, c'est le moment. Et encore une fois, c'est au cœur de la transformation de l'entreprise. Alors, sur le périmètre de Roissy-Charles de Gaulle, vous prévoyez de construire un nouveau métro interne afin de rejoindre les différents terminaux et les futures salles d'embarquement. Le rail, c'est un savoir-faire sur lequel vous souhaitez capitaliser pour l'avenir? Alors déjà, c'est un savoir-faire qui est assez ancien. Au sein de Charles de Gaulle, vous avez déjà le CDG Val et vous avez aussi une petite liaison interne qui relie les différentes salles d'embarquement du hub de SkyTeam, du hub d'Air France. Et ce savoir-faire va se développer. Les équipes, d'ores et déjà, se sont mobilisées. Et effectivement, avec une stratégie de salles d'embarquement différenciées, de taille humaine, qui soit la plus belle expérience qu'on puisse avoir pour le passager, aussi bien par le service qu'elle délivre, mais également par le fait d'avoir des avions qui sont au contact directement des terminaux. Le train est la solution idéale. Vous allez pouvoir, demain, enregistrer au terminal 1 ou au terminal 2E et embarquer n'importe où sur le terminal, sans même savoir où est positionné votre avion grâce au train. Votre autre grande plateforme francilienne, c'est Orly. Et Orly a été raccordé à la ligne 14 du réseau francilien l'année dernière, à l'occasion des JO. Avec près d'1 an de recul,
Quel bilan tirez-vous de cette liaison de la ligne 14? Qu'est-ce que cette nouvelle connectivité a changé pour l'aéroport d'Orly? Alors, l'aéroport d'Orly a toujours été l'aéroport le plus proche du centre-ville de Paris, l'aéroport le plus urbanisé d'Europe, mais paradoxalement, il était celui qui était le moins pratique pour y accéder par la voie ferrée. Le Orlyval existait, il y avait une rupture de charge à Antony. Là, ce qui a changé, la ligne 14, c'est que vous êtes vraiment au cœur du centre-ville, directement, avec un outil qui est extrêmement capacitif et efficace. Et très concrètement, vous avez globalement 30 000 voitures en moins qui viennent à Orly. Ça vous a désaturé assez fortement, et donc c'est gagnant pour tout le monde. C'est gagnant pour les salariés, c'est gagnant pour les passagers, c'est gagnant pour les riverains qui ont leur voirie routière qui est moins embolisée par l'autoroute. D'accord, donc moins de voitures sur les routes finalement et un accès plus simple à la plateforme. Groupe ADP, naturellement, on pense à Paris. Mais vous voyez beaucoup plus loin évidemment que la capitale, vous gérez 26 plateformes dans le monde, autant de sites sur lesquels vous lancez des travaux évidemment. Qu'apprenez-vous des projets qui sont situés dans d'autres réalités économiques, démographiques, politiques et même réglementaires, hein? En quoi ces expériences internationales peuvent nourrir les projets franco-français? Alors, nous avons toujours eu la conviction qu'un aéroport est au service de ses territoires. Cette conviction se renforce d'année en année. Aujourd'hui, elle est très incarnée dans un projet d'infrastructure et d'aménagement de Charles de Gaulle. Quand vous regardez les aéroports à l'international, c'est la même chose. C'est le même objectif, s'insérer dans les territoires. Et donc, on est turc en Turquie, on est indien en Inde, on est jordanien en Jordanie. Ça, c'est une marque de fabrique du groupe ADP à l'international. On a aussi un savoir-faire qui est d'optimiser, d'opérer des infrastructures existantes, mais également de les étendre, de les développer. Et ça, ce savoir-faire, il est marquant à Paris. On a un aéroport qui a 50 ans et pour autant, il continue à vivre. On sait construire des infrastructures from scratch. Je vous ai parlé de nouvel aéroport à Pékin. Mais on sait aussi, et ça, c'est une vraie force de toutes les équipes d'ADP, en France et à l'international, étendre les infrastructures existantes alors qu'elles sont exploitées. On parle, par exemple, du projet à Antalya, qui a été porté par Taverport, avec notre partenaire Fraport, qui a juste doublé en 3 ans le trafic de l'aéroport d'Antalya, pour passer de 30 millions de passagers à presque 60 millions de passagers. À Delhi, le terminal 1, qui est le terminal domestique, qui est devenu un terminal qui est quasiment entre Orly et CDG, un terminal très significatif dans sa taille en quelques années. Ça, c'est une force, c'est un savoir-faire qui est commun à toutes nos plateformes. Ça, c'est ce que le savoir-faire français apporte à l'étranger. Mais est-ce qu'il y a des choses que les expériences étrangères vous apportent en France? Ou est-ce que finalement, les contraintes sont tellement fortes ici que c'est un petit peu incomparable? Le savoir-faire dans le domaine aéronautique est présent en France et à l'étranger. Ce que pourraient nous apporter nos actifs à l'international, ce que nous essayons d'ailleurs de bien mettre en place au sein des équipes parisiennes, c'est cette capacité à aller plus vite. C'est un objectif qui mobilise aujourd'hui toute l'entreprise de telle manière à ce qu'on reste dans la course. Et ça, c'est un objectif et c'est un savoir-faire. C'est un savoir-faire de nos collègues turcs, de nos collègues indiens. Savoir-faire qui consiste, par exemple, à paralléliser un certain nombre de travaux, à ne plus raisonner en séquentiel, mais à aller plus vite. Les équipes d'ADP aujourd'hui sont très mobilisées sur ces sujets-là et nous allons ensemble, en groupe ADP, aller plus vite en France et à l'international. Alors, on a beaucoup parlé de projets nouveaux, mais ces aéroports constituent avant tout un gigantesque patrimoine à entretenir et à mettre au niveau des standards qui ne cessent de monter. Cet été débuteront par exemple les travaux de réhabilitation de la piste 1 de Roissy, réalisé par un groupement mené par Colas. Un chantier évidemment très technique. Question alors à un maître d'ouvrage exigeant. Est-ce que les entreprises françaises, qui sont elles-mêmes souvent des géants mondiaux, est-ce qu'elles sont au niveau de votre exigence sur des projets aussi techniques que ceux-ci? Clairement, c'est quand même une source d'excellence française que d'avoir des acteurs comme Vinci, comme Bouygues, comme Eiffage, comme Colas, qui sont extrêmement présents, extrêmement dynamiques, qui ont un véritable savoir-faire. C'est une chance pour nous d'avoir un écosystème aussi complet et aussi puissant, puisqu'on peut mener plusieurs chantiers de front au sein de nos infrastructures. Quand vous parlez de la piste, quand on refait une piste, c'est presque 4 km de long, c'est 60 mètres de large. Ça suppose de préparer des matériaux, ça suppose d'anticiper plusieurs mois, plusieurs années à l'avance et de mobiliser pour quelques semaines des outils
des engins, du matériel, de manière totalement hors norme. Parce qu'on ne va pas fermer la piste trop longtemps, on va la faire fermer 1 mois et demi, 2 mois maximum. Et donc, cette capacité, elle est très française, c'est de mettre en œuvre de manière extrêmement forte et puissante un outil industriel, une capacité de production aussi forte, et en même temps avec des technologies innovantes de décarbonation, puisque c'est l'une de nos grandes exigences. Décarbonation des chantiers. Décarbonation des chantiers, mais aussi recyclage des matériaux sur place pour éviter le balai des camions. Nouveaux modes constructifs qui sont quand même ce qu'on essaye de faire et sur lesquels on va être très, de plus en plus exigeant. Très bien. Alors, dans le moniteur, on a raconté justement comment vous aviez installé une nuée de capteurs dans le béton d'un taxiway, ça c'était il y a quelques mois. Nous avions en 2021 distingué d'un BIM d'or la maquette numérique qui avait servi à la rénovation du terminal 2B. Question plus générale, dans le cadre de l'exploitation d'une infrastructure aussi complexe qu'un aéroport, quel espoir placez-vous dans la modélisation numérique? Je précise qu'on est dans votre bureau et qu'on a derrière vous un grand écran qui indique en temps réel justement ce qui se passe sur l'aéroport. Alors, à quoi ça sert aux gestionnaires d'infrastructure d'avoir quelque part une sorte de jumeau numérique qui permet de voir en temps réel ce qui se passe? Alors effectivement, nous avons lancé des travaux depuis déjà un certain temps de mise en place d'un jumeau numérique. Ces travaux s'intensifient, suppose de collecter beaucoup de données qu'on agglomère au fur et à mesure. On a déjà quelques premières applications. On en a déjà eu notamment pendant les JO pour la localisation d'une sorte de Waze Indoor qui a pu être mis en place pour la gestion des balais de cars qui arrivaient du village olympique. Des applications très concrètes. Là où le potentiel est extrêmement important, c'est bien entendu sur les bâtiments eux-mêmes, leur maintenance et leur exploitation. C'est un gisement et un potentiel pour ADP à la fois d'amélioration de sa maintenance, d'amélioration de sa perception passager, de sa qualité de service, mais aussi de sa modernisation au fil de l'eau sous exploitation qui est très très important. ADP a la particularité de disposer de solides compétences en termes d'ingénierie. Ce n'est pas forcément le cas de tous vos homologues européens. Quel avantage tirez-vous de l'internalisation de ces savoir-faire d'ingénierie? Il faut comprendre qu'à Paris, avec les 6000 collaborateurs du groupe, c'est à peu près 250 métiers. Et lorsque vous exploitez un aéroport, vous combinez ces différentes activités. Et donc, il est de tout temps, et c'est l'une des grandes fiertés d'ADP, dans nos missions, au cœur de notre métier, d'avoir une ingénierie qui soit intégrée de telle manière que cette combinaison d'activités soit native. Comment vous voulez, et je reviens sur la grande spécificité d'ADP, étendre des aéroports existants sous exploitation sans connaître l'exploitation, sans connaître les différentes composantes. Et cette caractéristique d'ingénierie intégrée, qui est très présente, avec un département dédié, constitué d'ingénieurs, de designers, d'architectes de grande qualité, mais également présente dans les plateformes, dans les équipes des plateformes aéroportuaires. Cette équipe-là, elle va venir permettre à la fois de concevoir de nouvelles infrastructures, mais aussi de tirer toutes les leçons de l'exploitation des infrastructures existantes. Alors, vous avez dit 250 métiers, donc dans les métiers de l'ingénierie comme dans les autres. Est-ce que l'image de l'avion, qui est une image de mode de transport polluant, est-ce qu'elle joue en votre défaveur au moment de recruter des talents en fait? Est-ce que on a longtemps parlé de la honte de prendre l'avion? Est-ce qu'il y a une honte de travailler pour l'avion finalement? Est-ce que vous percevez ça en termes RH? Alors, le secteur aérien a toujours une part de rêve. Et le métier de l'aéronautique, les métiers de l'aéronautique sont des métiers d'optimistes, sont des métiers d'ingénieurs, sont des métiers où on croit dans le progrès. Et donc, oui, le groupe ADP continue à attirer. On a, ces 2 dernières années, recruté plus de 1000 collaborateurs. C'est 1000 passionnés. Et c'est bien cette foi dans l'avenir, dans cette aventure aérienne qui est au cœur de notre ADN. Et est-ce que justement les ambitions que vous avez évoquées tout à l'heure concernant la décarbonation finalement de la plateforme et du transport finalement sont aussi une manière d'attirer des talents motivés justement par cette transition environnementale? Quand vous travaillez dans l'aérien, vous travaillez dans l'aventure, la décarbonation est l'aventure dans l'aventure. Et donc, bien entendu, c'est un facteur de motivation pour beaucoup.
pour les jeunes notamment, mais aussi pour les plus anciens qui se mobilisent. Ça renouvelle leur manière de voir. On réinvente nos métiers. C'est une perpétuelle découverte ADP. Alors, vous recrutez des ingénieurs, des architectes aussi, hein. Alors, on ne va pas se quitter sans évoquer Paul Andreu, dont l'œuvre a marqué le Roissy de la deuxième moitié du XXe siècle. À votre avis, vers quoi doit tendre l'architecture aéroportuaire du XXIe siècle ? Alors, l'architecture, elle doit à la fois apporter une forme d'efficacité, de conformité aux usages, d'opérationnalité, et à la fois, elle porte une forme de beauté et cette part de rêve. Et l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est la réconciliation de ces deux univers, à la fois de l'architecture et d'une industrie, qui fait la force d'une entreprise comme ADP et la force de l'architecture d'ADP. Et cet équilibre, il est à trouver perpétuellement. Très bien. Philippe Pascal, merci beaucoup pour cet échange. Merci de m'avoir accueilli ici dans votre bureau à Roissy, un site, on l'a bien compris, qui est appelé à se transformer en profondeur dans les années qui viennent. Alors, au fil de notre échange, vous êtes passé de la fonction de maître d'ouvrage, celle de l'exploitant, du rôle de l'ingénieur à celui de l'architecte. Merci donc d'avoir soulevé votre casque tout en changeant de casquette, hein. C'est un exercice qui demande une certaine agilité. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dès le mois prochain pour un nouvel épisode de ce podcast du Moniteur. D'ici là, gardez votre casque.